Bonjour à tous, nous poursuivons les dialogues autour du cours de philosophie des sciences de Nicolas Boulot, cours qu'il a donné à Sciences Po et à l'Université Paris-Est. Nicolas Boulot, bonjour. Bonjour. Nous conclurons ici ces 16 vidéos par un dialogue abordant la pensée de l'éventuel. Peut-on résumer votre position en disant que vous considérez que les inquiétudes des scientifiques ont une réelle valeur cognitive? Oui. Pas uniquement des scientifiques, mais disons que les inquiétudes, d'où qu'elles viennent, sont un matériau scientifique au même titre que les hypothèses. Pendant longtemps, voyez-vous, la spontanéité gouvernait la science. La perspicacité des savants, leur attention à l'imprévu, leur faisait découvrir des régularités et des compréhensions du monde. On trouvait par hasard. L'important, c'était le génie. Et puis, on s'est rendu compte que les moyens matériels, le nombre de chercheurs, les investissements financiers pouvaient favoriser telle ou telle branche. Mais on croyait que cela concernait essentiellement la technique et que la science, peu ou prou, ne dépendait pas de ses priorités. Selon une vision largement positiviste. Aujourd'hui, la vision de la science a changé. L'ancrage social et culturel du chercheur est considéré comme une difficulté méthodologique en sciences humaines, et aussi pour les sciences de la nature. Il faut le reconnaître plutôt que de le nier. Et la sociologie des sciences, malgré quelques outrances, a révélé une vérité, que les trajets de connaissances sont divergents, que l'ordre des avancées est important et que les motivations des groupes sont déterminantes. Donc la question « Quelle science faut-il faire ?» est pleinement pertinente. Elle est lourde d'enjeux politiques, moraux et environnementaux. L'idée que la science n'aurait aucune responsabilité dans les menaces auxquelles nous faisons face parce qu'elle est la science, qu'elle serait blanche de tout soupçon parce qu'elle esquive, de par sa nature même, tout jugement de la raison, cette idée ne tient pas. Car la science est aussi le moteur de l'économie qui l'influence en retour. Il s'agit de penser une science, non pour nos avantages immédiats, mais pour les générations futures. Vous considérez donc que la sociologie des sciences a révélé la dépendance sociale de la science, mais qu'il faut aller plus loin? Le mouvement des Science Studies a formulé une critique forte du positivisme, mais uniquement de l'extérieur, sans vraiment changer les usages de la communauté scientifique. Bruno Latour a porté l'assaut avec beaucoup de verve, selon le slogan que les contenus de connaissances eux-mêmes étaient socialement construits. Cette provocation, qui fut à mon avis salutaire, n'était cependant pas sans ambiguïté. Que les savoirs soient socialement construits, déterminés, comme thème de sociologie des sciences, cela signifie qu'on les considère déterminés ex post, c'est-à-dire comme point focal d'un travail sociologique utilisant toutes les données disponibles. Mais ex ante, cela laisse entendre que les contenus
sont désignables a priori par les institutions de pilotage, par les forces économiques, etc. Et cette idée de détermination sous-estime la dimension interprétative de la fabrication de connaissances. Et ça, c'est un point commun avec le positivisme. Finalement, pour que la sociologie des sciences gagne son défi, il aurait fallu que des acteurs mus par des objectifs sociaux explicites modifient de façon sensible l'état des connaissances, ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Eh bien, c'est exactement ce que firent les climato-sceptiques et les faiseurs de doute. La preuve était faite que la sociologie des sciences avait raison. Car c'est ce qu'elle disait. Mais ce fut une victoire à la Pyrrhus. Dans toute cette affaire, la science restait pensée comme une science positive. Les faiseurs de doute, aussi bien que les lobbies, les groupes concernés, étaient les vrais initiateurs, les vrais moteurs de l'innovation, mais ils ne faisaient que passer le relais à des scientifiques qui ne sortaient pas d'une méthodologie positiviste. Comment peut-on avancer sur cette question d'une éventuelle remise en cause de la pratique scientifique ? Il ne suffit pas de regarder les chercheurs travailler. Il faut faire émerger la réflexion de l'intérieur en prenant en compte la difficulté réelle de l'intelligence à fabriquer de la connaissance pour le chercheur, influencé par toute notre histoire sociale et scientifique. Je considère que l'interprétation est dès les origines les plus lointaines au moins aussi importante que la déduction dans l'éveil des connaissances. Cela se voit dès l'art pariétal, où l'on peut faire la preuve que certains dessins ont été inspirés par les anfractuosités de la paroi, où les artistes chasseurs voyaient des animaux et les ont complété leur silhouette. On peut même dire que la science moderne, dont on attribue le tournant à Galilée, est née d'une lecture du monde purement interprétative. Non seulement les visions géocentriques et héliocentriques étaient interchangeables à cette époque où on ne disposait que d'une cinématique du ciel, mais la meilleure description disponible à cette époque, celle de Tycho Brahe, était géocentrique et indéfiniment perfectible grâce aux itérations de cycles et d'épicycles. La position de Galilée, en défendant le système de Copernic, est un recul quant à la précision. Elle est fondamentalement du ressenti, fondé sur l'analogie avec les satellites de Jupiter qu'il a observés dans la lunette et dont il a vu le mouvement au cours d'une même nuit. Extrêmement habile dans les déductions et les raisonnements et les implications logiques, ainsi que toute son œuvre en témoigne. Ce n'est pourtant pas pour une déduction, pour faire valoir une déduction, que Galilée ose risquer sa vie. C'est pour une lecture, une compréhension. Et ceci vient évidemment heurter l'Église qui entendait avoir le monopole des interprétations du monde. Donc dès qu'on y prête attention, on est obligé de convenir que l'interprétation est omniprésente dans la science.
La persistance quasi exclusive du positivisme demande alors explication, puisque cette doctrine n'accorde qu'un rôle absolument négligeable à l'interprétation. La connaissance n'y est en fait que de loi, c'est-à-dire de régularité dégagée directement des mesures et traduite par des fonctions mathématiques ou, en sociologie, par des règles au-dessus du social. Absolument. Ça demande explication. Et la réponse se trouve dans l'analyse des troubles philosophiques qui entourèrent les grands récits sociaux du XIXe siècle. Le positivisme fut le premier marquage réellement réussi d'un territoire propre pour la connaissance scientifique en dehors de la religion et de la métaphysique, où les savants purent trouver l'espace nécessaire à développer leur empirisme grâce aux instruments que la technique leur offrait, sans que s'y mêlent des jugements de valeur extérieurs. Écarter les fins ultimes et les causes premières, c'était alléger les prérequis et les attendus du travail scientifique, de sorte que le savant puisse mener les investigations à l'abri de considérations éthiques, politiques ou religieuses. Mais, en ne laissant à la science que la formulation de lois, le positivisme n'avait gardé dans ce partage de territoire qu'une région bien étroite. D'une certaine façon, la répartition des tâches avec le religieux et le métaphysique avait été conclue trop hâtivement. Quels auteurs, à votre avis, pourrait-on citer qui ouvrent de nouvelles perspectives sur la nature de la connaissance elle-même ? Je trouve particulièrement fécondes certaines questions posées de façon ingénue par Jacques Lacan, d'une part, et plus profondément par Hans Jonas, d'autre part. Quelle vision destructrice des a priori courants que de considérer que le savoir s'invente, qu'il est humain à 100%, et que toutes les suppositions d'une harmonie préconçue sont induites par un transfert psychique. Lacan n'est pas un scientifique, mais il connaît l'instance de l'inconscient dans l'homme qu'est le savant. Et Jonas, procédant à une extension de la morale kantienne et du Dasein heideggerien comme être pour qui, dans son être, il y va justement de son être, au cas de l'humanité tout entière, débouche sur l'importance de penser la mort à ce niveau d'éventualité. La menace que nous faisons peser sur l'écologie de la planète nécessite une pédagogie du risque global pour cesser de laisser croire aux citoyens consommateurs que notre civilisation et ses structures sociales, sciences, techniques, économie, politique, s'occupent de tout et lui faire ressentir les dommages à la biosphère. Pour transformer la défiance de Lacan et de Jonas à l'égard du positivisme en changement déontologique, il faut à mon avis revenir en amont de la réponse trop rapide d'Auguste Comte. Si nous repensons la science comme ce qui est à transmettre, bien des difficultés disparaissent. D'abord, en ce qui concerne le rôle du social, je ne m'étends pas. Mais surtout, on comprend immédiatement qu'il y a aussi des craintes à transmettre, et non seulement des représentations déductives. Lorsqu'un homme est savant parce qu'il
Il a rencontré beaucoup de situations originales dans des lieux divers et des circonstances variées. Il sait envisager des éventualités auxquelles les jeunes ne penseraient pas. Il peut faire des récits de ce qu'il a vécu, mais il ne participe à l'activité de science que s'il formule son expérience en des termes qui fassent sens en d'autres cas que ceux qu'il a rencontrés. La voie qui fut préférée par les Grecs consiste à perfectionner l'usage de la déduction. La dialectique socratique avec ses petits pas en est un exemple. Également les éléments d'Euclide. Cette méthode eut un sillage immense. Mais il est une autre manière, complémentaire, qui consiste à transmettre des craintes. Celles-ci sont formulées grâce à des interprétations. Voyez-vous, l'apprenti qui est près du compagnon ne fait pas que copier ses gestes. Il incarne aussi progressivement les soucis de l'artisan expérimenté. Dans beaucoup de civilisations, les croyances religieuses avaient justement pour fonction de transmettre largement selon ce second mode de connaissance. Et je dirais même que l'animisme, sous ce regard, n'était pas si stupide que les modernes ont voulu faire croire. Nous en arrivons au programme de faire entrer les craintes dans le travail scientifique. Nous n'avons pas le temps ici, hélas, de décrire la consistance précise de ce programme. Non, je dirais simplement que lorsqu'une crainte apparaît, qu'elle émane de lanceurs d'alerte, de groupes concernés, etc., elle est en général intéressée, en ce sens qu'elle est localisée géographiquement et socialement. C'est à mes yeux un travail intrinsèquement scientifique que de passer de craintes intéressées à des craintes désintéressées. Celles-ci feront alors partie de notre patrimoine au même titre que les lois scientifiques, éphémères ou durables selon les cas, comme ces lois elles-mêmes. Nous arrivons à une période où il faut davantage d'écoute interprétative du contexte dans lequel nous vivons. Nous allons en rester là, merci. Cette vidéo était donc la dernière de ce cycle sur votre cours. Il ne nous reste qu'à inviter à la lecture de cet ouvrage qui amène lui-même à d'autres lectures. Nous rappelons qu'il est publié aux éditions Spartacus IDH.